Oui, je sais, c'est dur à admettre, mais la taille, ça compte. Une grande taille étant souvent vue comme quelque chose de très attirant. Et je ne sors pas ça de Twitter, car des études ont montré qu'au cours du dernier siècle, les humains semblent avoir significativement grandi. Les bébés étant nés en 2025 seront ainsi 5% plus grands que leurs ancêtres nés il y a 100 ans. Mais ceci n'est pas une règle constante chez nos ancêtres, car la taille des humains varia grandement à travers le temps. Et cela devient un véritable bazar si l'on prend en compte toutes les espèces et sous-espèces d'humains ayant arpenté notre planète ces 3 derniers millions d'années. Il y en avait qui étaient assez similaires à nous en termes de taille, tel Homo erectus, mais la plupart des humains primitifs étaient bien plus petits, tel Ergaster ou Habilis, ce dernier un tiers plus petit que Sapiens. Mais ce n'est rien comparé à une espèce apparue il y a environ 1 million d'années en Indonésie. Ce petit gars aurait fait passer Habilis pour un géant, car il s'agissait de la plus petite espèce d'Homo connue, Homo floresiensis, ou les véritables hobbits. À l'heure actuelle, nous ne savons pas grand-chose de nos petits cousins, leur découverte étant assez récente. En effet, la plupart des autres espèces d'humains furent découvertes il y a plus d'1 siècle, mais Floresiensis n'est connu que depuis une vingtaine d'années. Pour tout vous dire, il fut l'une des 2 seules espèces découvertes au XXIe siècle. Cet humain fut sorti de terre par une équipe australo-indonésienne, cherchant à la base des éléments sur la migration de l'homme moderne à travers l'Indonésie. Cependant, au lieu de trouver des sapiens, ils tombèrent sur un étrange squelette particulièrement bien préservé dans la grotte de Liangbua. Ils nommèrent ce spécimen LB1 et notèrent assez vite qu'il était proprement minuscule, et ils la surnommèrent ainsi la Petite Dame de Flores. Et peu de temps après, de nombreux autres spécimens furent découverts dans cette zone, indiquant une population viable. Naturellement, cette découverte était exceptionnelle et amena à de nombreuses questions, à commencer par pourquoi était-il si petit et d'où venait-il. Car en effet, Flores est assez difficile d'accès, bordé par le détroit de Lombok. Il s'agit d'un passage profond et mouvementé, séparant l'île du reste de l'Indonésie, et ce même quand le niveau des mers était plus bas. Cela signifie donc que les ancêtres des hommes de Flores seraient arrivés par la mer, probablement via des embarcations. 2 hypothèses furent ainsi proposées pour expliquer ses origines. La première serait qu'ils descendraient d'éventuelles migrations d'Australopithecus ou d'Homo habilis. Ceci notamment car la structure de leurs pieds est bien plus ressemblante à celle de ces 2 anciens hominines qu'à ceux des humains tardifs, comme Sapiens et Erectus. À l'opposé, la seconde hypothèse propose que Floresiensis serait un descendant de l'homme de Java, une population d'Homo erectus avec qui il partage la même dentition et structure crânienne. Une telle question pourrait être facilement résolue avec quelques brins d'ADN, mais malheureusement celui-ci est beaucoup trop endommagé. Donc pour le moment, le mystère reste entier. Ce qui est indéniable cependant est l'impressionnante taille de ces humains. En effet, quand les chercheurs tombèrent sur LB1, ils crurent que sa petite taille était exceptionnelle. Peut-être était-elle atteinte d'une sorte de rachitisme. Mais à mesure que d'autres spécimens furent découverts, il devint évident que ces humains étaient tout simplement des hobbits. Enfin, ceux qui s'en rapprochent le plus à l'heure actuelle. Le plus grand spécimen découvert ne mesurait qu'1,9 m et l'holotype était encore plus petit, celui-ci ne dépassant pas 1,6 m. À cette taille, Floresiensis aurait aujourd'hui été considéré comme atteint de nanisme, étant 40% plus petit qu'un homme moyen né en 1996. De plus, il est aussi bien moins massif que les sapiens les plus petits au monde, tels que les Mbenga, les Mbuti, les Semang et les Andamanésiens, ceux-ci ayant une taille entre 1,37 m et 1,50 m en moyenne. Avec une telle taille, il reçut assez vite le surnom de Hobbit, ceci d'après une série de livres assez connus dirons-nous. Mais il se trouve qu'ironiquement, ces authentiques humains étaient encore plus petits que les hobbits des films. Ils étaient plus proches de la description des livres, rendant ce surnom encore plus adéquat. Mais la cerise sur le gâteau fut leurs pieds, ceux-ci très ressemblants à ceux des hobbits. Ils étaient proportionnellement bien plus larges et plats que chez Sapiens. Cependant, il existe une légère différence. Leurs orteils n'étaient pas très larges, mais plutôt longs et fins, leur donnant une allure très bizarre. À cause de cette étrange structure, ils devaient ainsi relever assez haut la jambe pour marcher, limitant leur vitesse. Leurs jambes étaient aussi bien plus robustes que les nôtres malgré leur taille. Mais cela n'avait pas une grande influence sur leur poids total, car ils étaient aussi très minces, amenant un poids moyen de 25 kg, soit le poids d'un border collie ou un quart de celui d'un footballeur américain. Une telle carrure fit forcément l'objet de beaucoup de questions.
L'hypothèse la plus consensuelle serait liée à leur habitat, l'île de Florès, qui n'est clairement pas une grande île, celle-ci comparable à la surface de l'île de France. Cela signifie que les ressources n'étaient pas particulièrement abondantes, causant ainsi du nanisme insulaire. Ce phénomène advient quand l'absence de ressources conduit à la sélection naturelle des individus les moins gros, survivant ainsi mieux à ces milieux pauvres. Un groupe de chercheurs pense avoir même identifié la ressource exacte qui aurait induit cet effet chez Floresiensis, l'iode. Plus spécifiquement, ils notèrent la présence de caractéristiques observées encore de nos jours chez les personnes atteintes de déficiences congénitales en iode, telles qu'une taille réduite, un cerveau plus petit, de larges fosses temporales, des membres relativement épais, des prémolaires à double racine et des poignets tordus. Cependant, cette hypothèse fait débat, car certains éléments semblent approximatifs, tels que leur fosse temporale qui aurait été plutôt normale en fin de compte. Outre sa carrure, Floresiensis était bien différent de Sapiens, donc même si de loin il pouvait ressembler à des enfants, de près vous verriez qu'il n'avait rien à voir avec nous. Car outre leurs drôles de pieds et jambes, ces humains avaient aussi les clavicules, l'épaule et le bras bien plus compacts que Sapiens. Ce fut notamment visible sur la tête de l'humérus, qui était tordue de sorte que le coude avait un angle plus étroit. Ceci, couplé à leurs courtes clavicules, leur faisait rentrer les épaules, tout ceci leur donnant vraiment une posture unique au sein du genre humain. On peut aussi noter quelques autres différences mineures, telles que l'arcade sourcilière proéminente, l'absence de menton, des canines primitives, ainsi que des molaires assez complexes. Malgré tout ceci, Floresiensis n'était au final pas si différent de Sapiens, car bien qu'invisible, il partageait avec nous un trait bien plus important que la forme de ses pieds, la structure de son cerveau. Enfin, si on exclut la différence de taille bien sûr. Car oui, cette espèce avait évidemment le plus petit cerveau du genre Homo, ne dépassant pas 380 cm3, soit moins de la moitié de celui d'Erectus et un tiers du nôtre. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas la taille qui compte, mais le ratio entre le poids du cerveau et le poids total. Or, il se trouve qu'au final, celui-ci était comparable à Erectus. Donc en toute logique, il devait être tout aussi malin que celui-ci. Ceci semble confirmé par leur aire cérébrale liée à la cognition, qui était proportionnellement aussi grande que la nôtre. De nombreux autres indices s'ajoutent à cela, car leurs restes sont souvent associés à des feux contrôlés, des animaux proprement dépecés, et leurs outils en pierre étaient très ressemblants à ce que créaient Erectus et Sapiens à l'époque. Et leur technologie avancée s'avéra très utile sur Florès, car cette île était très différente de la comté. Cet endroit abritait, et abrite encore, d'étranges créatures. On pourrait notamment y retrouver des espèces qui ailleurs auraient été bien plus petites ou bien plus grandes, mais qui subirent les phénomènes de nanisme et de gigantisme insulaire. Notre premier exemple de gigantisme est une espèce de cigogne tout droit sortie des tréfonds de l'enfer, Leptoptylos robustus. Ce genre d'oiseau est toujours parmi nous, étant des sortes de cigognes tropicales géantes, couramment appelées marabouts, mais le robustus est aujourd'hui éteint. Heureusement, car ses cousins actuels sont réputés pour être de vrais teignes. Or, un tel caractère couplé à sa taille d'1,80 m et à son envergure de 3,65 m, soit comparable à l'albatros, en faisait un animal terrifiant pour Floresiensis. Bien qu'il eût l'allure gracile des ciconidés, on peut noter que ses os étaient bien plus épais que chez la plupart de ses cousins, amenant les paléontologues à penser qu'il volait assez peu. Ils proposèrent ainsi qu'il devait arpenter le sol la plupart du temps, et grâce à sa taille et à son excellente vue, il pouvait chasser efficacement diverses espèces de rats et de reptiles. Ce qui d'ailleurs me fait penser au plus grand animal ayant jamais volé. N'hésitez pas à regarder la vidéo à son sujet. Et malheureusement pour notre petit cousin, il n'est pas impossible qu'il fût chassé par ce marabout géant. Surtout les enfants, car les jeunes Floresiensis étaient théoriquement des proies parfaites, ceux-ci aussi lourds que les gros rats de cette île. Pourvu d'un tel bec, il n'est pas impossible que ce dinosaure s'attaquât aussi aux adultes. Et comme si cela ne suffisait pas, Floresiensis devait aussi faire attention à une autre espèce d'oiseau carnassier, de très grands vautours du genre Trigonoceps. Tout comme les marabouts, ce genre de vautour existe toujours de nos jours, mais l'espèce présente sur Florès à l'époque n'est plus. Après, nous ne savons pas grand-chose d'elle, et elle ne fut pas encore décrite officiellement. Sa taille reste aussi un mystère, mais il est quasiment certain qu'il était bien plus massif que notre cher Hobbit. Malgré leur apparence peu engageante, ils ne devaient pas être aussi dangereux que les marabouts, car ces animaux sont plutôt des charognards. Cela dit, son plus proche cousin actuel, le Trigonoceps occipitalis, a déjà été observé en train de chasser.
Il serait même capable de tuer des animaux allant jusqu'à 4,5 kg. Donc si notre Trigonoceps préhistorique était disons 2 fois plus gros, celui-ci aurait pu potentiellement abattre de jeunes Floresiensis. Cependant, le plus gros problème avec ces oiseaux n'aurait pas été leur instinct de chasseur, mais plutôt la compétition pour les carcasses. Cela aurait été un gros problème pour l'homme de Flores, car assez peu d'ossements d'herbivores furent retrouvés avec des marques de découpe suggérant une intense compétition entre l'humain et les autres carnivores. Mais le vrai roi de Flores, la vraie star de cette vidéo hante toujours ces îles, le grand Varanus komodoensis, le dragon de Komodo. Ce grand varan est aujourd'hui le plus grand lézard quadrupède au monde et endémique des îles entourant Flores. Il terrorise d'ailleurs leurs habitants depuis le Pléistocène. Ils étaient, et sont toujours, les plus grands carnivores terrestres de ces îles, avec des spécimens pouvant atteindre les 3 mètres de long et les 90 kg. Or, il ne s'agit clairement pas d'un paisible géant, car il possède tout un arsenal le rendant terrifiant. Ce n'est donc pas étonnant qu'on s'en inspire pour le dernier film King Kong. Allez, commençons en douceur avec leur sourire ravageur. Celui-ci est constitué de dents hyphodontes, donc fines et crénelées, similaires à celles observées chez de nombreux théropodes. Bref, très tranchantes. Et ces charmantes bestioles peuvent y aller à cœur joie, car leurs dents perdues sont remplacées dans les 40 jours. Donc quand ils attrapent une proie, ils n'y vont vraiment pas de main morte, la mettant brutalement à mort en secouant la tête. Ils causent ainsi d'horribles blessures ou arrachent des morceaux de chair à leurs victimes, ciblant en priorité les zones sensibles comme la gorge. Bien qu'ils puissent tuer certaines proies en quelques secondes, certaines sont avalées alors qu'elles sont encore vivantes. Donc un homme de Flores attrapé par l'un de ces monstres passerait un très mauvais quart d'heure. Et même s'il échappait à l'assaut initial, eh bien le dragon de Komodo dispose d'une autre arme encore plus terrifiante, son venin. Pendant longtemps, les chercheurs pensaient que l'attitude étrange observée chez les animaux mordus par ce varan serait due à une infection bactérienne. Mais désormais, il fut démontré que le varan de Komodo dispose bien d'un puissant venin. Bien que n'entraînant pas directement la mort, celui-ci a des effets anticoagulants et neurotoxiques, pouvant donc diminuer la pression artérielle, causer des paralysies musculaires, une hypothermie, voire même la perte de conscience. Un autre petit problème est que, malgré leur nature solitaire, ces gros lézards ont tendance à se regrouper autour des animaux blessés ou mourants. Ceci résulte souvent d'un véritable carnage et rend donc la fuite bien plus complexe. Ainsi, grâce à leur taille, leurs dents et leur venin, ces lézards peuvent abattre des animaux bien plus gros que Floresiensis, tels des buffles d'eau ou des stégodons, ces derniers ayant pu dépasser la tonne. De plus, il a été observé que des petits spécimens, parfois pesant moins de 15 kg, pouvaient aussi abattre des animaux plus grands que notre hobbit, faisant de ce reptile l'ennemi numéro 1 pour notre petit cousin. Pour tout vous dire, même l'homme moderne, bien plus grand et fort, et doté d'une technologie plus avancée, peut aussi être attaqué de temps en temps. Au cours des 30 dernières années, il y aurait eu plus de 24 attaques, avec un taux de mortalité de 20%. Une chance sur 5 d'y passer, soit bien plus que pour les attaques de requins. Et ces histoires sont souvent particulièrement horribles. Mon guide m'a raconté que l'une des dernières victimes aurait d'ailleurs été un jeune enfant. La victime se fit littéralement arracher le bras, ce qui d'ailleurs lui sauva la vie, empêchant ainsi l'envenimation. Donc non, ce ne sont pas de simples attractions touristiques, et sans hôpital sur Komodo, ils représentent une constante menace pour la population. Un autre facteur les rendant aussi redoutables est leur peau blindée, pourvue d'écailles renforcées par de petits ostéodermes. Donc l'ensemble forme une véritable cotte de maille. Ainsi, même armé, Floresiensis aurait eu du mal à se défaire de l'un de ces monstres. Il a d'ailleurs été proposé que ce super prédateur aurait été l'une des principales causes de mortalité chez nos hobbits. Mais ce n'est pas tout, car il rendait la compétition pour les carcasses particulièrement rude. Car en plus de toutes ces armes, ce reptile dispose d'un odorat surdéveloppé, lui permettant de détecter des animaux morts ou mourants jusqu'à 10 km à la ronde. Franchement, difficile de faire plus charismatique que lui. Mais vous savez quoi? Ce n'était même pas le plus gros prédateur de l'île, car jusqu'à récemment, Flores était infesté par d'autres mangeurs d'hommes bien connus, les crocodiles marins. Ces grandes bêtes sont plutôt inféodées aux littoraux et aux mangroves, rendant toute expédition là-bas périlleuse. Demandez donc aux survivants de Ramry Island ce qu'ils en pensent.
On ne le présente plus, mais pour la faire courte, il s'agit du plus gros reptile vivant de nos jours, pouvant dépasser la tonne. Niveau armement, il possède aussi la plus puissante morsure du règne animal moderne, celle-ci pouvant atteindre les 16 400 newtons, soit 27 fois celle d'un loup. À cause de leur présence, Floresiensis n'aurait peut-être pas pu manger de grandes quantités de fruits de mer, un comble pour une population insulaire. Ainsi, notre petit gars était coincé entre les mâchoires des varans et celles des crocodiles. Dur. Cela dit, ces humains vivaient en groupe et étaient pourvus d'armes assez perfectionnées, donc ils purent prospérer malgré tous les reptiles prédateurs de l'île. Comme la plupart de ses cousins, Floresiensis aurait été un excellent chasseur, ciblant sans doute les petits animaux de Flores, tels que toute une variété de gros rongeurs, lui servant probablement de source principale de nourriture. Ces espèces de gros rats étaient très abondants sur l'île, avec notamment le genre actuel Papagomis et le genre éteint Spelaeomis. Ces deux rongeurs étaient bien plus gros que nos rats européens, ayant une taille plus proche d'un petit lapin. Malgré la présence de marabouts et de varans géants, ces animaux étaient présents en très grand nombre, et ce partout sur l'île. Bien que ces rongeurs représentaient la majorité des proies de Floresiensis, ces hobbits pouvaient, tout comme leurs cousins sapiens, s'attaquer à bien plus gros qu'eux, petits mais féroces. Malgré leur petite taille, le registre fossile montre qu'ils pouvaient abattre les plus gros animaux de l'île, les stégodons. Cet ancien genre de proboscidiens aurait été très proche morphologiquement de nos éléphants actuels, mais contrairement à ses cousins modernes, celui-ci connut à son tour le phénomène de nanisme insulaire, évoluant en stégodon florensis. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il restait des animaux très impressionnants, avec des adultes pouvant atteindre les 1,7 tonnes et presque 2 mètres au garrot. Mais avec le temps, ils devinrent de plus en plus petits, et à la toute fin du Pléistocène, la plupart des adultes atteignaient à peine les 570 kg. Il est probable que durant toute sa durée d'existence, notre cher petit hobbit chassait cet animal, même s'il devait plutôt cibler les juvéniles. Il chassait les stégodons grâce à un arsenal assez diversifié, composé de toutes sortes de pointes, perforateurs, lames et micro-lames en pierre, parfaites pour tuer et dépecer ces pachydermes. Pendant ce temps, les adultes auraient représenté un trop gros défi pour les prédateurs de l'île, incluant Floresiensis. Mais à leur mort, ces mastodontes jouent un rôle très important pour cet écosystème, offrant de la viande à profusion. Des événements qui, à n'en pas douter, auraient résulté d'une bataille acharnée entre tous les carnivores de l'île. Dans sa quête de nourriture, notre petit humain devait aussi se méfier de tout un tas d'autres créatures, tels de nombreux serpents. Certains d'entre eux sont toujours présents de nos jours, tel le charmant cobra cracheur javanais, qui, comme son nom l'indique, peut vous cracher du venin avec précision en pleine figure. D'autres espèces de serpents venimeux étaient aussi présents, tels la vipère de Russell, l'un des serpents tuant le plus de personnes chaque année au monde. Mais vous aviez aussi les magnifiques vipères du genre Trimeresurus, et si vous vouliez faire un plouf, il y avait aussi le tricorille bleu. Bon après, le venin, ça reste assez classique, mais là où ça se corse, c'est du côté des serpents constricteurs. Car Flores accueille encore de nos jours la plus grande espèce de serpent au monde, le python réticulé. Une espèce dont les plus grands spécimens peuvent aisément tuer un humain moderne, alors je vous laisse imaginer avec un hobbit. Peu de gens savent cela car ils sont plutôt rares, mais il existe bien une population stable sur l'île. Certains individus peuvent même atteindre des tailles impressionnantes, tel un spécimen de 6,10 m qui fut retrouvé dans une grotte de Flores. Une très mauvaise nouvelle pour nos cousins, car Floresiensis semblait aussi apprécier la vie dans les cavernes. Et leur calvaire ne s'arrêta pas là, car encore aujourd'hui, Flores est une sorte de mini-Australie, remplie de tout un tas de charmantes bestioles plus ou moins venimeuses. Outre les serpents, il existe plusieurs espèces d'araignées, de scorpions et de guêpes, dont l'une d'entre elles, le frelon à pattes jaunes, est connue pour avoir déjà tué des humains non allergiques. Enfin, et bien qu'il ne soit pas connu pour avoir un venin dévastateur, un autre varan arpente aussi l'île de Flores, le varan malais ou Varanus salvator. Bien qu'il soit loin du gabarit de son cousin Komodoensis, il s'agit toutefois d'un des 5 plus gros lézards au monde, avec certains individus pouvant atteindre les 50 kg. Clairement, la vie n'était pas tendre avec Floresiensis. Néanmoins, ils endurèrent ces terribles conditions de vie et prospérèrent même pendant 950 000 ans, soit presque autant qu'Abilis. Une telle longévité fut sûrement liée à leur intelligence et à leurs outils, ce qui d'ailleurs choqua les chercheurs au vu de la quantité d'artefacts découverts. De plus, malgré les mauvais voisins, Flores disposait aussi d'un environnement très riche en ressources naturelles.
Par exemple, l'île est constellée de vastes grottes, des habitats idéaux pour accueillir une tribu d'Homo floresiensis et pouvant servir de bastion face aux horreurs reptiliennes de la forêt. Or, je ne sais pas vous, mais ce mode de vie me fait beaucoup penser à la maison d'un certain Bilbon Saké. Le climat lui-même de l'île est plutôt propice à la survie, avec une abondance de plantes comestibles et de pluie qui compense l'absence de grands lacs et rivières. Un dernier avantage majeur est son isolement, car bien que cela implique certains phénomènes, tels le gigantisme et le nanisme insulaire, cela empêche aussi l'arrivée de nouveaux animaux, ces derniers pouvant devenir de nouveaux prédateurs ou compétiteurs. Mais il se trouve que parfois, de nouveaux arrivants montrent le bout de leur nez, et malheureusement pour Homo floresiensis, un animal bien particulier arriva sur l'île il y a 50 000 ans, Homo sapiens. Nous n'avons aucune idée de ce qui arriva à ce moment-là, mais l'hypothèse principale serait que Sapiens, a fait ce qu'il savait faire de mieux. L'homme de Flores n'avait aucune chance face à ces nouveaux arrivants. Et même si Sapiens avait laissé les hobbits en paix, son arrivée impacta drastiquement cet écosystème, bouleversant la vie de tous les habitants de l'île. Peu importe la raison, l'arrivée de l'homme moderne annonça la fin d'Homo floresiensis, un petit homme qui régna sur ce paradis perdu pendant des centaines de milliers d'années. Merci de votre attention, et on se dit à la prochaine aux eaux perdues.